Merci à tous d'être ici, de nous rejoindre. Merci à Joël de partager son expérience ce soir. Pour un petit rituel d'ancrage et d'arrivée de chacun, une pratique, un rituel qu'on a souvent au sein de l'école démocratique, c'est de faire résonner un bol, un son d'un bol. Et donc de tous écouter le son. Et quand le son se finit, on lève la main pour signifier qu'on a fini d'écouter le son du bol. Donc c'est une pratique pour revenir au moment présent et s'ancrer dans ce moment-là. Je vous propose de le faire. Je vais donc faire sonner ce petit bol. Puis quand vous ne l'entendez plus, vous pouvez l'indiquer avec un petit son de main. Voilà. Je vous propose de vous mettre confortablement assis, les pieds bien au sol, de respirer. Merci à tous. Merci Joël encore d'être ici. Voilà, aujourd'hui, on invite Joël. Elle devait normalement venir faire une conférence à l'école démocratique en mai. Et avec le confinement, elle ne viendra plus en Belgique. Joël, pour te présenter brièvement, et je te proposerai de te représenter après par la suite plus en détail, est maman de 6 enfants et fait l'école à la maison depuis quelques années. Alors, une façon bien spéciale de faire l'école à la maison, tu nous l'expliqueras. Et donc, tu as cette expérience, même avant le confinement, d'être dans l'éducation de tes enfants. Et tu es aussi formatrice, donc tu donnes des formations et des conférences sur l'apprentissage en famille. Et notamment aussi, tu es assez proche de la pédagogie Montessori et notamment la partie des grandes histoires de Montessori autour du monde sur lesquelles tu pourras revenir et tu fais du coaching personnalisé. Donc, depuis quelques années, un an, je crois, ou un an et demi, tu es maintenant en Espagne où vous êtes domicilié avec ta famille. Et en même temps, tu as vécu longtemps avant en Belgique. Voilà. Et donc, je te propose peut-être, pour commencer, Joël, de peut-être un peu plus expliquer ton parcours. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et comment ça se passe chez toi, le confinement et l'éducation au jour le jour. Pour Oui, aussi, excusez-moi, pour donner la structure globale de la conversation qui va durer à peu près 1 heure, je vais discuter un peu avec Joël pendant 30 minutes et vers 20h30, 20h35, je vous proposerai, notamment en essayant de privilégier, de mettre des commentaires, des questions dans la partie conversée par écrit, de pouvoir après interagir avec Joël en lui posant des questions vous-même. Voilà. Joël. oui. Donc oui, en effet, on est maintenant en Espagne. En fait, ça va même faire 3 ans qu'on est en Espagne. Et alors, qu'est-ce qui nous a conduit jusqu'ici? Donc moi, je viens d'un background de philosophie. C'était ma grande passion. J'ai étudié la philosophie. Et pendant que j'étudiais la philosophie, j'ai rencontré Ignace et on s'est mariés très jeunes. Donc j'ai été vite maman. J'ai été maman à 21 ans avec une grande, grande envie de liberté et de donner à mes enfants de la liberté. Mais avec à la base assez peu d'outils, avec l'histoire dont je venais. Et donc avec très vite un peu un réflexe de chercheuse et je me suis mise à lire, à potasser. Notamment, je me suis tournée vers Montessori. Puis les enfants sont nés. Notre deuxième, notre troisième. Les enfants ont commencé l'école tout à fait classiquement, si ce n'est qu'assez rapidement, on s'est retrouvé un peu avec des défis, avec des difficultés d'adaptation au système. Et à ce moment-là, on a rencontré une famille qui revenait d'un grand voyage. Ils avaient pris, si tu veux, une année sabbatique. Et pendant 1 an, ils avaient fait l'école à la maison. Et puis, ils rentraient chez eux et les enfants retournaient à l'école. Et alors, moi, là, ça a vraiment fait tilt. J'ai vraiment dit, mais si on faisait ça, on ne peut pas partir professionnellement et tout, ça ne marche pas, mais on peut faire une année sabbatique. On va faire une année à la maison et on va apprendre une année en famille et voir ce que ça donne. Ce que ça a donné, c'est que tout le monde y a pris goût.
et qu'à la fin de l'année, quand on a fait un de nos rituels petits conseils de famille, tous les enfants ont dit on veut continuer. Et donc on a continué. Et si tu veux, pendant cette première année, moi j'étais partie, c'est une année où tout a changé très vite. Donc, parce que j'ai quitté le système en disant je vais faire l'école mieux que l'école. Je vais faire l'école, mais en m'adaptant à mes enfants. Et la piste que j'ai trouvée, en effet, c'était Montessori. Si ce n'est que dans notre cas, après, je vais être optimiste, je vais dire 3 semaines, on s'est rendu compte qu'on étouffait complètement. Donc, moi, j'avais acheté, j'avais passé des nuits avec Ignace, mon mari, à fabriquer du matériel Montessori. On avait fait un environnement, mais juste de catalogue, quoi, un truc magnifique pour les enfants, qu'on avait baptisé le grenier des merveilles, parce que c'était dans notre grenier. Et puis j'avais lu chez Maria Montessori la courbe de concentration de l'enfant, c'est sur 3 heures, il faut le temps qu'il entre dans sa concentration, il y a un pic et puis ça descend et tout. Donc le matin, on se levait avec papa qui partait au travail, on allait 3 heures dans le grenier des merveilles et puis on était libre. Donc dans ma tête, c'était la liberté super par rapport au système, si ce n'est que quand j'ouvrais la porte après 3 heures, c'était des fauves qui sortaient, quoi. Les enfants, ils n'en pouvaient plus, et moi non plus. Et donc, la vie nous a montré très vite qu'on avait besoin d'inventer autre chose. À ce moment-là, on est parti en voyage en famille, visiter la famille au Guatemala. Et là, on a vécu un mois, c'était un voyage d'1 mois. Juste avant de partir, j'étais allée faire une formation Montessori sur les grandes histoires, justement. Et j'étais très enthousiaste et j'avais dit à ma formatrice, comment je peux faire pour préparer le mieux possible les enfants pour ce voyage, tu vois, comment je veux qu'ils en profitent, qu'on apprenne les volcans, l'histoire de la Terre et tout ça. Et elle m'avait donné une réponse qui m'avait beaucoup étonnée mais qui est devenue une boussole pour moi. En gros, elle m'avait dit, tu ne fais rien, s'il te plaît. Tu les laisses vivre leur voyage et après, si les enfants te posent des questions, s'ils rebondissent, il sera temps de répondre à leurs besoins. Et donc, j'ai vraiment rongé mon frein parce que moi, j'étais vraiment en envie d'être sûre qu'ils étaient bien préparés et qu'ils avaient appris le maximum. Et puis, on a vraiment vécu là. Et vraiment, on a ancré ce truc de vivre, c'est apprendre. Puis, on est rentré chez nous en se disant, ok, au Guatemala, vivre, c'est apprendre, c'est facile parce que tout est nouveau, tout est spécial. Quand tu grimpes sur un volcan, évidemment que vivre, c'est apprendre. Mais quand tu rentres chez toi, dans ton contexte habituel, dans ton village, dans le quartier que tu connais, est-ce que ça marche? Est-ce que vivre, c'est encore apprendre, tu vois? Et donc, on a continué notre parcours en étant convaincus de ça, que oui, si ce n'est que c'était en 2007. Et 2007, c'est l'année où il y a eu le premier décret en Belgique. Et donc, à peine on avait décidé d'ouvrir les portes aux passions de nos enfants et à la liberté d'apprentissage, qu'il y avait un premier verdict qui tombait et qui disait contrôle, quoi. Et donc là, il y a eu comme une vague d'angoisse dans la famille. On a pris les cours à distance, on est parti dans un trip complètement angoissé qui a tout à fait plombé l'énergie familiale, le moral des troupes. Il y avait un truc assez dépressif comme ça. Heureusement, notre mode de fonctionnement est quand même assez proactif. Donc, de nouveau, ça n'a pas duré 2 semaines. Qu'on a viré les cours à distance qui ne nous convenaient pas, qu'on est revenu à notre idée, à notre politique, que moi, j'ai réalisé que les grandes histoires, je pouvais complètement les faire sortir du cadre traditionnel Montessori et que je pouvais en tirer tout à fait autre chose. Et donc, on a continué notre aventure. Les enfants grandissaient. À ce moment-là, on avait maintenant 6 enfants. Et d'année en année, nous allions de plus en plus loin dans cette conviction que l'enfant est son propre éducateur, que l'enfant est moteur de son éducation, que ce qui compte, c'est son autoconstruction du noyau de sa personnalité. Et du coup, on se sentait de plus en plus à l'étroit et de plus en plus bloqué. Et surtout, en ce qui me concerne, je me sentais de plus en plus dans un tiraillement et une incohérence entre mon discours à mes enfants de « suis ta passion, va où tu veux, choisis ta vie, construis ta vie » et puis
N'oublie pas, tu as un contrôle en mars, en juin, en novembre. Voilà la matière. Il faut que tu le réussisses pour pouvoir continuer l'aventure. Et donc, à un moment donné, ce tiraillement a été tel que a surgi la question de l'expatriation. Et donc, lors de nouveau d'un de nos conseils en famille, on a décidé de partir. Et voilà, c'était il y a 3 ans, tu vois. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on a ce grand cadeau pour moi notre famille est devenue vraiment un laboratoire éducatif parce qu'il y a vraiment personne qui nous dit ce qu'il faut faire. Et voilà l'étape où on est maintenant. Et dans justement cette étape où vous en êtes maintenant, il me semble que tu emploies le mot que vous testez de l'éducation cosmique intégrale. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, éducation cosmique, c'est vraiment une expression de la pédagogie Montessori. Chez Maria Montessori, l'éducation cosmique, c'est l'éducation qui est destinée à l'enfant entre 6 et 12 ans, parce que pour Maria Montessori, elle observe que cet enfant-là commence à demander le pourquoi des choses. C'est un enfant philosophe, c'est un enfant scientifique, c'est un enfant chercheur. Et donc, elle a ce génie de dire, au lieu de se disperser dans des petites cases et des petites matières, on va lui raconter l'histoire de tout. On va lui raconter l'histoire de tout l'univers, de la terre, de la vie, tout ça. Et cette histoire qu'on lui raconte et dont il prend ce qu'il veut, va nourrir en lui, au fond, les questions, justement. Donc, plus que les réponses, ce qui est important dans ces histoires, c'est les questions qu'elles éveillent et qui vont être de tous ordres suivant l'enfant, qui vont être des questions très scientifiques ou bien au contraire très philosophiques ou éthiques. Voilà. Ça, c'est chez Maria Montessori. Moi, à l'usage avec mes enfants, je me suis rendu compte que à des degrés divers et sous des formes diverses, mais finalement, cette question de l'évolution du tout et de la place de chaque personne dans cette évolution du tout, c'est au fond la question d'une part du développement personnel et d'autre part du vivre ensemble, de la collaboration entre les humains, entre les vivants, entre les éléments de l'univers. Et que, en fait, ce matériau à travailler, il s'applique pour toute personne, quel que soit son âge, quel que soit... Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'aller tirer là une substance encore bien plus riche et plus universelle que de dire ça convient à l'enfant de 6 à 12 ans. Et puis aussi, je l'ai sorti complètement de son cadre formel, si tu veux, de méthodologie Montessori. Parce que je trouve que dans la famille qui vit en liberté, on n'a pas besoin de ce cadre-là. Et on n'a pas besoin d'un matériel formel et ordonné, structuré, parce que le monde est notre matériel, si tu veux. Et puis, du coup, je me suis dit, OK, mais alors si tu le réinventes comme ça, tu ne peux pas lui donner le même nom. Parce qu'en fait, j'avais des gens qui venaient à moi et qui cherchaient l'éducation cosmique Montessori. Ce que je donne, c'est autre chose. Et donc, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui nous caractérise? J'ai aimé l'idée de l'intégralité. C'est-à-dire que c'est une éducation qui se met vraiment au service du développement intégral de la personnalité, dans toutes ses dimensions, y compris dans sa dimension qui la dépasse, qui est la dimension du système dont elle fait partie, et y compris dans la dimension méta, dans la dimension à quoi est-ce que je participe de plus grand, quoi. Voilà. Merci. Et justement, alors dans cette éducation, au niveau des changements de posture, des changements de paradigme, là, actuellement, beaucoup de parents, de familles se retrouvent à être dans une éducation avec leurs enfants au quotidien. Quelles seraient tes quelques pistes à leur donner pour qu'ils adoptent une posture plus sereine, que ça se transmette un peu sur la voie que toi, tu inities avec tes enfants et dans les personnes que tu coaches? J'ai bien aimé comment tu nous as fait commencer cette réunion en faisant chanter ton bol là et en nous recentrant dans l'ici et le maintenant. Et je crois que là, toi-même, tu nous as donné une piste sur laquelle je vais rebondir, qui est la piste du recentrage sur moi, ici, maintenant. Peut-être ce serait ça le premier, le plus grand conseil que je donnerais tout simplement à chaque parent, c'est de dire ne sors pas trop vite de toi-même. Ne sors pas trop vite de toi-même dans un geste
dans une intention de transformer l'enfant, de le changer, de l'aider, de l'améliorer, de le former. Commence par entrer en toi-même. Quand je raconte l'éducation cosmique, je dis toujours aux participants, pour moi, il y a deux formes d'éducation. La première, c'est l'auto-éducation. Je crois vraiment qu'on ne peut éduquer que soi-même. Et la seconde, c'est l'auto-éducation. L'auto-éducation parce qu'on vit ensemble et que du coup, quand je m'éduque, ben, par débordement, toi, tu t'éduques avec moi. Oui. C'est-à-dire la coéducation. J'ai dit quoi? Encore l'auto-éducation. Ah, la coéducation. Donc, coéducation, on vit ensemble. Et donc, même si je n'ai pas d'intention sur toi, le seul fait que je grandisse, c'est que tu grandisses avec moi. Il se passe une alchimie, si tu veux, entre nous deux qui fait qu'on grandit ensemble. Si je me sens sur la coéducation, ici dans le confinement, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me lève le matin et quand je vois ce que va être ma journée, je vais réfléchir à en quoi moi je veux grandir. Qu'est-ce que moi je veux apprendre? Quelle meilleure version de moi-même je veux devenir et comment je vais me mettre au travail aujourd'hui? Et puis, je me mets au travail. Et donc, si je veux être en meilleure santé et que je veux faire du sport, je vais faire du sport. Je ne vais pas dire à mon enfant qu'il doit faire du sport. Non, je vais faire du sport. Si je trouve que c'est cool d'apprendre les langues, je me dis, et moi, quelle langue j'ai besoin ou envie d'apprendre aujourd'hui? Et je vais apprendre cette langue. Alors, mon enfant, il vit avec moi et il va absorber de tout ça. Alors, il ne va pas forcément absorber l'anglais parce que j'apprends l'anglais, mais ce qu'il va absorber, c'est ah ok, si maman veut apprendre l'anglais, elle est capable d'apprendre l'anglais. Donc moi, si je veux apprendre le russe, je suis capable d'apprendre le russe. Donc ce qu'il va absorber, c'est cette conscience que vivre, c'est apprendre et que c'est toute la vie, quoi, tu vois. Et ça, je pense que ce serait la première piste. Alors, un deuxième aspect, et là, ça rejoint ce que je disais sur la coéducation. Tout à l'heure, je vous ai dit que ma famille, j'aime bien cette expression, c'était un peu un laboratoire éducatif. Ben, franchement, prenez le confinement comme un laboratoire éducatif, parce que tout à coup, vous avez plein d'heures avec vos enfants. Ils sont là H24. Donc, vous avez tout le loisir d'apprendre à les connaître mieux, d'apprendre à les connaître et d'observer. Et alors, parfois, quand il y a des mamans qui me disent que c'est pas si facile de changer l'attitude et d'arrêter de vouloir changer l'autre, d'arrêter de vouloir agir sur l'enfant, je leur dis, quand tu as envie de faire quelque chose, au lieu de faire quelque chose sur l'enfant, tu prends un carnet et tu t'assieds et tu notes dans ton carnet tout ce que tu as vu ton enfant faire spontanément aujourd'hui. Et comme ça calme notre envie d'agir, parce qu'on agit pendant qu'on écrit. Et ça nous aide à avoir des traces de ce qu'on observe. Et alors ça, une fois qu'on observe, une fois qu'on peut vraiment dire, mon enfant maintenant, il est mordu de ça, il est passionné par ça. Et alors aussi, vraiment, le cadeau qu'on peut lui faire, c'est zéro jugement, quoi. Parce que mon enfant peut parfaitement se passionner pour un truc qui ne me passionne pas du tout, voire même pour un truc dont je trouve que vraiment il est en train de perdre son temps, à mon sens. Alors, confiance, s'il se passionne pour ça, c'est qu'il apprend quelque chose de ça. Ça, c'est sûr. Et donc, après ça, quand j'ai observé, alors oui, je peux arriver, moi, comme dans la coéducation, je peux arriver avec des propositions. Seulement, mes propositions, ce ne sera plus des propositions pour aider à changer, ce ne sera plus des propositions pour remédier, parce que ça, pour moi, c'est une grosse faiblesse de notre système éducatif traditionnel, tu vois. C'est que les enfants à l'école, en quoi est-ce qu'on les fait travailler le plus? C'est dans les trucs qui sont durs pour eux, tu vois. Il a dur en maths, donc il faut qu'il fasse des cours supplémentaires de maths. Et ici, on va inverser tout à fait la balance. On va dire, qu'est-ce qui te passionne? Dans quoi tu es bon? Montre-moi, j'ai envie de partager ça avec toi. Donc, je vous donne un exemple ici. J'ai ici un loulou de 8 ans qui est absolument dingue de Lego et de Star Wars. Et tout à coup, j'ai vu qu'il se mettait à dessiner. Il essaie de dessiner des clones et tout ça parce qu'il voit ses grandes sœurs qui dessinent. Et un jour, je lui ai dit, tiens, est-ce que ça t'amuserait qu'on regarde ensemble s'il y a des tutos de dessin de Star Wars? Et donc, on a fait tous les deux ensemble
un tuto de Star Wars. Ce qui est bien, c'est qu'on était à peu près égalité en capacité de dessiner des clones. En tout cas, c'était juste un moment super pour lui parce que qu'est-ce qui se passe quand la proposition du parent vient juste exactement là où tu es bon et là où tu as envie d'aller? C'est que d'abord, tu te sens totalement accepté pour qui tu es. Tu te sens pas du tout jugé. Et en plus, tu sens un moment de connexion avec le parent qui est juste inouï parce que tu connectes avec ton parent exactement dans le truc qui te passionne complètement. Ça, ce serait ma deuxième piste. Et dans la troisième piste, elle en découlerait tout de suite au fond. Je parlais d'acceptation. Et il y a vraiment un jeu très facile qu'on peut faire pendant le confinement. C'est le jeu du oui. Et c'est-à-dire que nous, parents, c'est vraiment une bonne occasion de nous entraîner. On se lève le matin, on se met un post-it sur le miroir de la salle de bain, tout ce que tu veux, avec oui. Et pendant toute la journée, avant qu'il y ait un non qui sorte, on se demande si ce non est vraiment important. Et s'il n'est pas vraiment important, c'est un oui qui sort. Et vous allez voir que vos enfants, ça va les toucher, quoi. Ça va les métamorphoser. Parce qu'en fait, on est dans une société où on nous a appris que le rôle de l'adulte, c'était de mettre des limites. Et donc, si on n'y réfléchit pas, si on se laisse juste pousser par ce courant de croyances limitantes, en fait, hein, on endosse cette casquette de l'adulte qui dit non. L'adulte qui doit dire non à un moment. Il faut quand même à un moment dire non, quoi, tu vois. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Non. Quand tu auras fini, machin. Est-ce que je peux prendre un bain? Non. Le bain, c'est le soir. Est-ce que je peux manger? Non, c'est pas l'heure du repas. Ben, quand on se met une casquette comme ça de non, on se rend pas compte que chaque fois, on ferme des portes au niveau de la communication avec notre enfant. Et quand tout à coup, on l'arrose de oui pendant toute la journée, de nouveau, ce qui monte en lui, c'est un sentiment d'acceptation, d'estime de lui-même, de confiance en lui qui sont juste inouïs. Et aussi une sensation de je suis vraiment aimée, quoi. Tu vois? Donc voilà, un petit jeu facile, c'est le jeu du oui. Et alors, oui, dis-moi. C'est un jeu que vous expérimentez, que vous avez plus expérimenté dans le confinement, dans ces dernières semaines? C'est un jeu que j'ai découvert il y a très, très, très longtemps. Donc, si tu veux, ici, je pense que c'est devenu un peu une seconde nature. Tu me parlais aussi d'un jeu que vous faites peut-être là plus pour le confinement ou que j'ai vu sur ton site internet dans la dernière publication que tu as fait par rapport à la gratitude. Ouais. Alors là, par contre, c'est vraiment nouveau chez nous. C'est vraiment nouveau. C'est l'objet qui est nouveau, si tu veux. Et ça vient donner une autre dimension. Donc, on a commencé à faire un journal. Les enfants appellent ça le jeu des merci. Moi, j'ai appelé ça le journal de gratitude, mais ils aiment mieux le jeu des merci. Et c'est que le soir, quand on se rassemble en famille avant d'aller dormir, on prend notre livre des merci et on essaye de dire chacun 5 merci. Alors, parfois, il y en a qui disent beaucoup plus, d'autres qui disent moins et tout ça, mais on essaye plus ou moins de dire chacun 5 merci. Et alors, on s'est mis une règle, c'est que dans notre journal, on ne veut pas qu'apparaisse 2 fois le même merci. Et cette règle-là, en fait, c'est la clé de tout. C'est la règle qui nous empêche de tourner en rond à dire tous les matins merci pour tout le soir merci pour la même chose. Et voilà, mais c'est très chouette. En fait, c'est vraiment un moment de bonne humeur. Il y a un grand brainstorming de merci qui sort comme ça. Et alors, c'est amusant. Ça fait pas très longtemps qu'on le fait ici. Ça fait une dizaine de jours qu'on le fait. Mais déjà sur 10 jours, j'ai déjà vu une évolution. Parce qu'au début, tout le monde a dit les merci tout à fait évidents, qui lui venaient tout de suite et qui étaient globalement aussi assez internes à la famille. Et puis alors après sont venus des merci, soit des merci plus ouverts, dans le sens merci pour un tel qui a son anniversaire aujourd'hui, et c'est un copain du groupe machin auquel on pense, ou bien, et puis après des merci plus fins, c'est-à-dire, ou alors ils sont allés
tout le monde va un peu plus dans le détail, parce que quand tu vas dans le détail, ça veut dire que ça risque moins de se répéter, quoi, tu vois. Si tu dis merci pour les bons fruits du jardin, c'est fait, c'est dit. Mais si tu dis merci pour la saveur acidulée de la bonne nèfle que j'ai croquée ce matin, alors ça, tu vas pouvoir inventer tes variations. Et du coup, je reviens encore une fois à ton bol, tiens, parce que je l'aime bien. De nouveau, on se met alors dans une autre qualité de présence, en fait, à l'ici et maintenant pendant la journée, parce qu'on est plus dans une autre qualité de perception qui fait que le soir, on aura un merci plus précis et plus concret à dire, quoi. Donc, en fait, très chouette ce petit livre des merci. De nouveau, ça, tout simple, ça ne demande rien comme matériel à part un carnet, et ça nous fait un bien fou, quoi. Et là encore, ça permet à la famille d'apprendre à se connaître différemment et de plonger dans des liens qu'on ne soupçonnerait pas. Complètement. Des idées des uns vont créer des idées des autres pour et aller puis, tu vois, ça des met un zones de truc. confort élargies. Oui, tout à fait. Et ça vient aussi mettre un truc de... Parce qu'il y a de tout dans une famille, il y a tous les tempéraments. Et donc, tu en as qui sont un peu les petits extravertis de la bande en mode brainstorming permanent, qui pourraient dire 50 merci, mais à un moment, ils vont juste se taire pour écouter, pour que ceux qui sont plus les introvertis et qui vont plus se sentent aussi écoutés, soutenus par la famille. Donc, il y a plein de choses qui se jouent en fait autour de ce petit carnet. Ouais. Ouais, vous êtes toute une tribu chez vous, qui apprend à se connaître. Et justement, j'aimerais rebondir sur une autre pratique que tu as proposée pendant le confinement à des familles que tu coaches ou des familles qui voudraient avoir des outils et un travail sur la qualité de leur famille. Je vais vous proposer de regarder, ça dure 1 minute, une petite vidéo que tu as créée. Et ça explique ce que tu appelles la famille, la famille de l'arbre, la carte de la famille. Voilà, je trouvais cette petite vidéo. Une vidéo que j'ai envie de te reposer. Quel genre d'arbre est ta famille? C'est un peu ça, ce travail que tu as proposé aux gens, de se poser pour s'enraciner et voir quels sont leurs liens, la façon dont leur famille fonctionne de façon systémique. Oui, en fait, tu vois, nous, l'arbre de notre famille, c'est l'olivier. C'est de là que vient, sous l'olivier, tout ça vient de notre arbre, en fait. Et cette métaphore de l'arbre, on l'a énormément explorée et elle nous a beaucoup porté en famille.
personnellement, j'aime beaucoup travailler avec les métaphores. Je suis une grande fan de métaphores. Et ici, ben oui, le confinement, c'est un temps où on se retrouve, les circonstances font qu'on se retrouve plus en famille. Et, et donc, l'idée qu'on a eue comme ça, c'est de dire, ben tiens, si on invitait d'autres familles à trouver leur arbre aussi. Et du coup, on a lancé cette forêt. Parce qu'après, on a dit, une fois que tu as trouvé ton arbre, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, tu le plantes dans la forêt des autres familles cosmiques. Parce que tu vois, on revient à ce truc de coéducation, quoi. On s'éduque ensemble dans la famille. Et puis après, avec toutes les familles ensemble qui ont fait le chemin, on tisse des liens, on tisse un réseau, on crée. Moi, ce que j'ai dans le cœur, c'est cette idée d'humanité-organisme, en fait. C'est cette idée que voilà, avec les grandes histoires et tout, je suis une grande fan de tout ce qui est la question de l'évolution. Et moi, ce que je pense, c'est que l'évolution vers laquelle on va maintenant, nous, comme humanité, c'est ça. C'est ce que Teilhard de Chardin appelle la noosphère. C'est cette conscience commune de l'humanité. Et la forêt des familles cosmiques, c'est des familles qui ont envie de vivre de façon plus consciente leur identité familiale, leur être et leur mission, on va dire. Pour reprendre les mots de Maria Montessori, qui dit mission cosmique, ça veut dire qu'est-ce que nous, on amène dans cet univers comme famille. Et puis ensuite, ces familles-là conscientes ensemble, elles créent comme une forêt. Et j'adore aussi la métaphore de la forêt parce que avec nos racines qui vont se relier avec les champignons, avec nos feuilles qui s'envoient des messages odorants, voilà, c'est cette communication et ce tissage de liens dans tout l'organisme forêt, quoi. Alors très concrètement, c'est plus exact de dire qu'en 9 étapes qu'en 9 jours parce qu'en fait, pour le moment, on est dans un processus complètement flexible où, en fonction des besoins du groupe, ça prendra plus ou moins longtemps. Donc, voilà, c'est vraiment le rythme jaillit du groupe. Donc ici, il y a un groupe de 35 familles qui vient de finir un processus. Enfin, je dis qu'il vient de finir, mais en fait, ils veulent continuer. Enfin, ils ont fini la partie formelle et on continue. Après, il y a un petit groupe maintenant espagnol qui a commencé. Et puis, il y a encore un groupe francophone qui va commencer samedi matin. Voilà. Ça veut dire que si des personnes intéressées ici ont envie de s'inscrire dans ce processus, elles peuvent le faire? Oui, tout à fait. Bienvenue à tous ceux qui veulent. Oui, et donc moi je suis allé un peu voir sur ton site, ça consiste au fait que tu leur envoies des choses à faire en famille, des petits exercices, c'est ça qu'ils peuvent pratiquer. Donc ça consiste en fait en une inscription dans un groupe WhatsApp. Et alors, d'une part, j'envoie chaque matin des petites propositions, parmi lesquelles la famille choisit s'il y en a une qui lui convient. S'il y en a une qui lui convient, elle la prend. S'il y en a deux, elle la prend. S'il n'y en a pas qui lui convient, mais qu'elle veut faire autre chose, elle fait autre chose. Si elle veut rien faire, elle fait rien. Tout ça, c'est aucune importance. Chacun fait ce qu'il sent après avoir lu les propositions. C'est ce que j'appelle la pédagogie du buffet, qui est la clé de voûte de toute ma pédagogie. La pédagogie du buffet, c'est que c'est la fête, je dresse un grand buffet. Sur mon buffet, il y a toujours plein de trucs. Mais après, quand les invités arrivent, je m'engage à ne jamais obliger aucun invité à prendre de la soupe avant d'avoir du dessert, quoi. Donc, chacun prend exactement ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et puis, alors après, dans le groupe WhatsApp, les familles qui le souhaitent posent leurs questions ou partagent des photos ou d'autres propositions parce qu'ils ont cherché de leur côté, ils ont trouvé une autre idée ou voilà, comme ça. C'est une petite communauté qui se tisse, quoi. C'est fort de liens et sûrement très porteur en cette période pour ces familles qui ont déjà expérimenté les 35 Belges, c'est ça? Oui. Merci pour ces pistes partagées. Je vous invite maintenant, si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voudrez approfondir, de les mettre dans la partie conversation sur le groupe Zoom, que Joëlle puisse lire et qu'elle puisse y répondre si les choses viennent. Moi, en attendant pendant que les choses arrivent, j'avais une dernière phrase sur laquelle j'avais envie de réagir. J'ai vu aussi dans un de tes posts sur ton site internet que tu parlais d'éducateurs éduqués. J'avais envie que tu en dises un peu plus par rapport à ça et dans cette période en plus. Oui. L'éducateur éduqué, c'est une expression qui vient d'un pédagogue allemand
Joseph Kentony. Et c'est quelque chose qui, moi, comme maman, m'a énormément aidée, en fait. Hein. C'est toujours ce thème de l'auto-éducation. Hein. Donc, le meilleur moyen d'accompagner mon enfant, c'est de devenir moi, la meilleure version de moi-même. Et alors, ça, si on veut appliquer ça, voilà, maintenant ça paraît un peu abstrait, mais on peut appliquer ça aussi à des difficultés que l'enfant traverse. Et c'est précieux, cette vision-là de l'éducation. C'est que quand mon enfant a un comportement que j'estime inadéquat, donc chacun va trouver ses exemples, hein, parce que c'est aussi intéressant de voir que les exemples seront différents dans chaque famille. Par exemple, sa chambre est en bazar. Avant d'intervenir, avant d'ouvrir la bouche, avant de punir, avant de prendre la moindre décision, de nouveau, je rentre en moi-même, hein, je reviens à ton bol chantant, je me recentre, je rentre en moi-même. Et je me demande de quoi ça me parle. De quoi ça me parle, cette chambre en bazar? Alors, de nouveau, chacun va donner une réponse différente. Moi, Joël, la chambre en bazar de mon enfant, c'est très facile, ça me parle de ma chambre en bazar. Voilà. Donc, dans mon cas, ça me parle de ma chambre en bazar. Et donc, je regarde ma chambre en bazar et je me dis, bon, avant de dire quoi que ce soit à cet enfant, je vais essayer, moi, de relever ce défi de l'ordre. Et je vais, alors là, on entre dans des considérations qui sortent peut-être un petit peu du cadre strict de la pédagogie, parce qu'il y a quelque chose de plus large. Après, chacun prend ce qu'il veut. Mais moi, je suis convaincue que dans l'univers, tout point de l'univers influence tous les autres. Je suis convaincue qu'on est comme un grand réseau, un grand tissu cosmique. Et pour moi, c'est ça aussi l'éducation cosmique. Et que donc, quand je change, quand je fais un travail sur moi-même, ça influence aussi ceux qui sont autour de moi. Donc, le seul fait que moi, je me mette au travail pour arriver à ranger ma chambre aura un impact sur cet enfant. Et par ailleurs, ça aura un grand impact, un gigantesque impact sur moi quand après j'irai vers cet enfant. Parce que quand j'irai vers cet enfant, je sentirai dans mes tripes que c'est quand même pas si facile de ranger ma chambre, que ça m'a pris un effort de dingue. Et donc, avant d'aller avoir un geste quelconque d'autoritarisme ou de jugement, je vais peut-être plutôt y aller avec une empathie et une authenticité. En disant, tu sais, l'autre jour, j'ai regardé ta chambre et ce bazar, ça m'a énervé. Mais après, j'ai vu ma chambre et j'ai vu que c'était pas mieux. Et ça fait une semaine que j'essaie de la ranger et ça me tue. Mais regarde, ça progresse quand même un peu. Et c'est tout, quoi. Et tu vois, l'éducateur, parce qu'il s'éduque, il a un impact. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire par rapport à l'enfant à ce niveau-là, en fait. Si dans ce cas-là, toi, tu avais déjà cette pratique de ranger ta chambre, est-ce que ça serait sur un autre sujet que tu Voilà. en es Alors pas? oui, super. Donc prenons l'inverse. Prenons l'inverse. Donc mon enfant a une chambre en bazar et moi j'adore l'ordre et je range ma chambre et j'aime avoir une maison en ordre et j'y arrive. Ma maison est belle et cette zone de ma maison qui m'échappe et qui est en bazar, ça me perturbe. Eh bien alors je vais rentrer en moi-même. Je vais écouter le bol chantant et je vais dire qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi est-ce que le désordre ça te perturbe comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais travailler en toi qui fait que le désordre dans la chambre de quelqu'un d'autre t'impacte moins? Parce qu'en fait, ça te fait du mal à toi quand tu es impacté comme ça par le désordre de l'autre. Et du coup, de nouveau, je reviens à l'introspection, à l'auto-éducation. Qu'est-ce que j'ai? C'est un besoin de contrôle? C'est un besoin Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que... Tu vois? Et de nouveau, quand j'aurai pris le temps de faire le travail sur moi, je pourrai aller vers mon enfant. Et je lui raconterai, tu sais, l'autre jour, j'ai vu ta chambre, ça m'a mise hors de moi. Mais après ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, pourquoi ça m'impacte comme ça? Et depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça qui me faisait peur. Et tu verras que, un, ça t'énervera déjà beaucoup moins. Et que deux, ton enfant sera beaucoup plus ouvert à une coévolution. Parce que c'est ça, c'est une coévolution.
Il est d'accord d'évoluer puisqu'il voit que toi, tu évolues, tu vois. Ça me fait penser à aussi un article que tu as écrit sur ton site internet où tu parles des ados qui tournent en rond. Parfois, on a l'impression qu'ils tournent en rond et tu dis que c'est comme une chrysalide et une coévolution et qu'il y a besoin de laisser mûrir. Comment on fait quand on a l'impression, parce que toi, tu as de grands enfants maintenant, des ados, pour être dans cette coéducation et quelle peut-être patience, confiance, ça demande? Oui. Dernièrement, j'en parlais avec une amie et je lui disais, tu sais, tu te souviens, Montessori, elle dit l'esprit absorbant de l'enfant. On dit l'enfant, c'est comme une éponge. Et enfin, quoi que tu lui donnes, tu donnes et il prend, il boit. Et voilà, la transmission avec des jeunes enfants, ça a un côté juste magique, quoi, parce qu'en fait, ils s'enflamment très vite, ils se passionnent. Enfin, tu les emmènes à gauche, à droite, ils prennent, ils mordent et tout. Et puis, d'un coup, voilà l'adolescence. Et moi, tu vois, tu es en bas, tu proposes plein de trucs et tout, mais sauf qu'ils sont même plus en bas, ils sont dans leur chambre. Donc, surtout avec le confinement. Quand il n'y a pas le confinement, on peut encore se raconter qu'ils sont à l'école. Après, moi, quand je me connecte à mes souvenirs d'ado à l'école, je n'étais pas à l'école, hein, le corps y était, on va dire, quoi, tu vois. C'est ça qui est très sympa aussi, hein. Tu peux les contrôler à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur, même l'école la plus contrôlante, ça lui échappe, hein. Moi, pendant les cours, je faisais des labyrinthes et j'écrivais des poèmes, peu importe le cours. Donc, l'ado, tout à coup, il prend plus. Et donc, l'adulte s'inquiète. La transmission, comme on la connaissait, ne marche plus. Et moi, je disais à cette maman, est-ce que tu veux que ton enfant reste une éponge? Est-ce que tu éduques une éponge? Est-ce que tu veux que toute sa vie, il absorbe les propositions de maman ou de la prochaine autorité qui va se présenter à ses yeux? Ou est-ce que tu veux qu'il soit lui, qu'il ait les rênes de sa vie, qu'il ait une ossature, une structure psychologique forte qui s'autodétermine? Parce que si tu veux qu'il passe de l'éponge à la personnalité structurée qui s'autodétermine, ben, il va falloir que tu fasses le deuil de l'éponge, hein. Et donc l'ado, il est entre les deux. Donc il est le moment où il vient nous raconter à nous les adultes, je ne suis plus une éponge. Arrête de croire que tu peux me remplir la tête, le cœur, le corps, hein, la bouffe aussi, hein, pareil. Arrête de croire que tu peux me faire avaler tout ce que tu veux. Et c'est une étape nécessaire pour progressivement arriver à l'étape où maintenant, non seulement tu ne me remplis pas de tout ce que tu veux, mais moi je sais et je me remplis de tout ce que je veux, tu vois. Mais il faut absolument qu'on accepte de lâcher. C'est pour ça que la chrysalide, elle est cool, quoi, parce que tu ne peux pas avoir le papillon si tu ne lâches pas la chenille, quoi. Alors la chenille était très jolie, elle était multicolore, elle était toute mignonne et tout, mais si je m'accroche à la chenille, j'aurai jamais le papillon. Il faut que j'arrive au moment où il y a le chrysalide, il est fermé, il cache ce qui était la chenille et qui ne l'est déjà plus. Et pour le moment, il est fermé. Il y a quelque chose qui m'est inaccessible parce que moi, je suis une autre personne et je suis en dehors. Et à un moment donné, le papillon, il va mettre toutes ses forces pour déchirer la chrysalide et pour sortir, déchirer le cocon, quoi. Voilà l'ado. Moi, c'est une étape de la vie que... Ça demande beaucoup de confiance. Ça demande, oui, évidemment. Confiance qu'ils peuvent apprendre. Oui, on revient à la confiance. Oui, c'est la clé, tu as raison. Oui. C'est une étape qui me faisait très peur avant que mes enfants ne l'abordent. Parce que pour moi, ça a été une étape très, très difficile. Et donc, je voyais venir ça, mais avec une terreur, quoi. Et puis, en fait, j'ai adoré. Et mais je vois que aussi dans un de tes... dans une citation que tu as d'ouvrages qui t'ont inspiré justement dans cette façon de faire l'école à la maison, tu parles d'un livre qui s'appelle Homeschooling with Gentleness, donc le homeschooling avec bonté et bienveillance. Est-ce que ça s'appuie un peu là-dessus? Oui, alors ce livre-là, pour moi, il est très symbolique parce que il y a 13 ans, c'est le premier livre que j'ai trouvé sur l'école à la maison, en fait. Et c'est grâce à ce livre
que j'ai vécu une expérience qui a été déterminante pour moi. Parce qu'à l'époque, il y a 13 ans, en français, sur l'école à la maison, il n'y avait rien. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commandé ce livre et je l'ai lu dictionnaire en main français-anglais. Et ça a été vraiment un grand défi pour moi. Mais je l'ai fait. Et indépendamment même du contenu du bouquin, la première chose que je garde quand tu prononces le titre, la première chose qui me revient, c'est qu'il y a une confiance qui est née là pour moi. La confiance que l'être humain, quand il a besoin d'apprendre quelque chose, il est capable de l'apprendre. Alors après, par rapport au contenu, c'est une maman qui partageait son expérience. Et oui, ça m'a énormément touchée comme maman, de me dire que la bienveillance et la non-directivité que déjà je voulais mettre dans tous les domaines de ma vie et de la vie de mes enfants, je pouvais aussi la mettre dans le domaine des apprentissages qui étaient scolaires jusque-là. Tu vois. Et pour moi, c'était vraiment une porte qui s'ouvrait. Ouais. D'accord. Il y a une question qui porte sur, dans cette période de confinement, et peut-être plus globalement, d'enfants qui auraient envie de passer beaucoup de temps devant les écrans et à jouer à des jeux vidéo. Comment tu fais par rapport à ça? Oui, oui, cette histoire d'écran, c'est vraiment une des questions récurrentes, vraiment une des questions presque obsessionnelles de notre société. Hein. On est un peu submergé par ce bazar-là des écrans. Mais là, on est tous en train de passer la soirée devant un écran, d'ailleurs. Hein. Et on est quand même bien content d'être là, il faut quand même se le rappeler. Moi, là, je suis bien contente qu'il y ait un écran devant moi. Et je crois que je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt, d'abord par rapport à l'auto-éducation. Hein. Donc, si mon enfant, j'estime, bon après ça dépend de l'âge de l'enfant, d'accord, tout ça doit être vu dans le contexte, mais globalement, si chez mon enfant, j'estime qu'il y a une addiction à l'écran, qu'il y a un trop de temps sur l'écran, eh bien, avant d'intervenir, je rentre en moi-même et je regarde quelle est ma relation à l'écran. Est-ce que je suis satisfaite de ma relation aux écrans ou est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je pourrais d'abord travailler en moi pour me connecter de l'intérieur à cet enfant avant d'essayer de modifier son comportement. 1. Ensuite, 2, moi, je dis toujours, il y a un peu deux façons d'éduquer. On peut éduquer par l'ombre ou par la lumière, par le vide ou par le plein. Donc, on peut éduquer en essayant de changer ce qui ne va pas ou en essayant de nourrir ce qui va. Ce sont deux optiques. Et personnellement, je ne crois pas et je n'adhère pas à l'éducation négative, à l'éducation qui veut changer ce qui ne va pas, à l'éducation qui veut améliorer ce qui ne va pas, l'éducation qui veut transformer ce qui n'est pas juste et tout ça. Moi, je crois beaucoup plus à l'éducation par la lumière. D'ailleurs, l'ombre, ça n'est jamais que l'absence de lumière. Donc, si je nourris la lumière, l'ombre, elle diminue toute seule, en fait. Et bien, pour ce genre de problème-là, d'addiction, par exemple, aux écrans, on peut le prendre dans d'autres domaines. Hein. On peut dire la même chose avec le sucre, par exemple. Hein. Mon enfant mange du sucre toute la journée. Pour moi, c'est un peu du même ordre que mon enfant est devant l'écran toute la journée. Pareil, je regarde d'abord moi comment je mange et comment je fais les courses avant d'essayer de le changer. Après ça, je vais voir ce que j'ai perçu dans mon laboratoire éducatif dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai perçu qui passionnait cet enfant, qui lui faisait du bien, qui le nourrissait, qui le mettait en joie? Comment est-ce que je peux faire grandir ça? Qu'est-ce que je peux proposer qui va exactement dans le sens où lui, il a envie d'aller? Et alors aussi, toujours la question du lien. Comment est-ce que je peux nourrir tellement les liens dans la famille qu'on est tellement bien ensemble qu'on a moins la tentation de la fuite sur les écrans. Donc, de nouveau, moi, personnellement, je ne vais pas aborder la question des écrans comme un ennemi qu'on va affronter, mais plutôt comme, tiens, là, il y a un déséquilibre, à mon sens. Donc, après avoir d'abord été travailler en moi. Après ça, le deuxième pas, ce serait de dire, tiens, et moi qui suis là quand même un peu gardienne de la vie familiale, qu'est-ce que je peux moi rééquilibrer dans l'offre, dans le buffet que je présente, qui fait que l'enfant a envie de piocher d'autres choses que juste l'écran.
Voilà. Après, il y a aussi une autre question, c'est que on est dans une société du numérique et sur l'écran est un outil. Hein, l'écran est un outil de communication, un outil comme un autre. C'est pas parce qu'un enfant ouvre un livre que le contenu du livre nécessairement est bon pour lui. Quand il est devant l'écran, c'est la même chose. Donc, il y a sans doute une éducation à qu'est-ce qu'on fait d'un écran, à quoi ça nous sert et qu'est-ce qu'on y fait. Ça, c'est une autre question. L'écran, dans l'absolu, c'est un outil d'aujourd'hui, quoi. Et il va pas, à mon avis, a priori, il va pas aller en diminuant. Et donc, on va apprendre à vivre avec lui et à le gérer. Nos enfants vivront dans un monde d'écran. Donc tout ce qu'ils peuvent apprendre de nous aujourd'hui comme truc pour équilibrer le rapport à l'écran, mais aussi pour trouver comment en tirer le meilleur profit, ben, super pour demain. Il y a une autre question qui vient d'être posée, qui rejoint peut-être un peu, est-ce que je suis à la hauteur? C'est une personne, Carole, qui dit qu'elle aime ce principe d'éducateur éduqué, et en même temps, on n'est pas parfait. Est-ce que on va donc transmettre inévitablement nos défauts, nos mauvaises habitudes à nos enfants? Est-ce que c'est OK? Donc, en fait, l'expression éducateur éduqué, finalement, on ferait mieux de la remplacer par quelque chose comme l'éducateur s'éduquant. Hein? Donc, c'est-à-dire que ce que tu transmets à tes enfants dans les dynamiques dont j'ai parlé tantôt, comme avec la chambre, là, c'est justement la conscience de ton imperfection. Parce que si tu te vivais comme parfaite, tu ne pourrais pas rejoindre ton enfant dans sa bataille personnelle. Donc, si toi, par exemple, tu te vivais comme moi, l'ordre, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis déjà absolument au-dessus de tout ça. Bien, alors, tu ne pourrais pas connecter ton enfant dans son combat, que ce soit l'enfant perfectionniste qui ne fait que ça, qui ne fait que ranger ses affaires et qui ne supporte pas quand on bouge son crayon, ou que ce soit l'enfant qui met du bazar et qui ne sait pas gérer ses objets. Ces deux enfants-là sont dans des chemins d'auto-éducation, sont dans des batailles intérieures, et c'est justement parce que tu es imparfaite, parce que tu es en chemin, parce que toi aussi tu te bats, que tu peux te co-éduquer, t'auto-éduquer avec ton enfant. Donc, c'est vraiment ça, l'éducateur éduqué, c'est pas fait pour les gens parfaits. Ça ne marche pas, en fait, avec les gens parfaits. Est-ce que dans cette période, tu aurais une lecture ou deux ou une vidéo à nous conseiller? Alors, oui, moi, des lectures, j'ai toujours beaucoup de lectures à conseiller. De toute façon, je conseille les livres de Peter Gray sur le jeu libre. Ça, je vous le conseille absolument. Je suis très très fan de Peter Gray parce que je suis très fan, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais de toute cette évolution qui nous précède. Moi, je pense vraiment qu'en contemplant l'évolution de l'univers, de la Terre, de la vie, de l'humain, on a les réponses à nos questions. Et Peter Gray, c'est ça qu'il fait. C'est un biologiste évolutionniste. Il contemple l'évolution des humains. Et qu'est-ce qu'il trouve comme clé de voûte de cette évolution? C'est le jeu libre de l'enfant. Alors, en période de confinement, quand les écoles nous mettent la pression pour faire les travaux à domicile, les devoirs et tout ça, c'est très chouette de se plonger un petit peu dans Peter Gray et d'aller se rappeler que le premier besoin de notre enfant, non seulement pour lui-même, mais pour qu'il puisse participer à l'évolution positive de l'humanité, c'est jouer en liberté. Ça, c'est celui que je conseille en premier. Le jeu libre. Ouais. Donc ça, c'est une des pistes. Le jeu libre en période de confinement. C'est une des pistes. Tu as parlé aussi du carnet d'observation que tu as repris là, où observer, être dans ce laboratoire. Oui. Le jeu des merci, le journal de gratitude. Et puis, il y a une question qui vient d'être posée sur le jeu du oui. Et la question, c'est est-ce que tu peux donner quelques exemples pour voir comment ça fonctionne chez vous? Tu le dis depuis longtemps, mais oui. C'est quoi ce oui? Ça prend peut-être du temps à se mettre en place. Je dis le jeu, mais le jeu, là, il est très interne. C'est un jeu interne de l'adulte, en fait, parce que l'enfant n'est pas dans un jeu. L'enfant vient avec des demandes.
Et en fait, il y a des études qui ont montré que sur une journée, un enfant, en moyenne, reçoit beaucoup plus de réponses négatives que positives à ces demandes. Et on sait aujourd'hui l'importance de la pensée positive. On sait aussi comment le cerveau fonctionne par rapport aux formulations négatives. Ça ne marche pas, les formulations négatives. C'est quand on dit à l'enfant qui transporte le verre, ne casse pas le verre, son cerveau, il entend juste casse, quoi. Et si ça tombe, c'est là qu'il lâche son verre et que le verre est cassé. Donc, les formulations négatives, ça ne marche pas. Notre cerveau ne prend pas. Ça, c'est une chose. Alors, sur la journée, on a tendance à dire beaucoup de non à nos enfants. Et si on veut bien prendre le temps de s'asseoir et d'analyser, la majorité de ces non ne sont pas nécessaires. Parce que qu'est-ce qui est vraiment nécessaire comme non? C'est le non à un acte, à un geste qui met en danger l'enfant lui-même ou autrui. Ça, c'est vraiment un non qui se justifie pleinement. Quelque part, tous les autres noms ne se justifient pas dans l'absolu. Alors après, c'est chacun qui va mettre son échelle. Mais il y a plein de noms qu'on dit et qui en réalité ne changent pas fondamentalement les choses, tu vois. C'est juste des habitudes culturelles où on nous a dit non, tu peux pas avoir de viande si tu n'as pas fini ta soupe. Non, tu peux pas sortir de table si les autres n'ont pas fini de manger. Non, tu peux pas. Et donc, Voilà, dans j'ai votre pas beaucoup famille, d'idées qui me viennent, mais disons le non. En fait, on dit non pour plein de trucs. Ou si on disait oui, réellement, ça ne changerait rien. Sauf que ça changerait énormément le ressenti de l'enfant. Ça oui. Et la connexion entre nous. donc progressivement, il y a de plus en plus de petits oui qui émergent dans ta famille, c'est ça? Des choses où avant tu aurais dit non, Voilà. qui deviennent progressivement des zones possibles d'exploration. Oui, oui, tout Des à choses fait. où tu D'ailleurs, lâches des choses. mes aînés mes aînés s'en rendent très bien compte. Mes aînés font les gros yeux en disant « Oh là là, quand j'avais cet âge-là, c'était non. » Il me semble que dans un post que tu avais écrit sur ton aîné ado, tu lui avais dit non pour aller au cinéma avec Oh un oui, inconnu il y a un petit moment et que peut-être aujourd'hui tu aurais d'autres comportements par rapport à cette voilà. insécurité de... Mais oui, parce qu'en fait, là, c'est intéressant parce que tu viens avec un nom qui est très intéressant parce qu'il est plus impliquant que non, tu peux pas mettre de chocolat sur ta tartine, quoi. C'est un nom qui dit « Ouh là là, ma fille veut aller au cinéma avec un garçon que je n'ai jamais vu. » En la Joël de l'époque, ça a éveillé plein de peurs qui n'étaient pas conscientes, qui n'étaient pas travaillées, et donc le non n'était pas une réponse, en fait, c'était une réaction. C'était une réaction en fonction de l'histoire que je me racontais à moi-même, qui était une histoire qui générait en moi plein de peurs. Et la rebelote, on revient à l'éducateur qui s'éduque. Tu vois, c'est ma responsabilité de maman de travailler toutes ces peurs que j'ai en moi avant de les balancer à mon enfant sous forme de non. Ou en tout cas, c'est ma responsabilité de continuer tout le temps à travailler sur toutes ces peurs qui m'habitent pour de moins en moins les balancer à mon enfant sous forme de non. Parce qu'évidemment, c'est un processus d'une vie. Et justement, il y a une question par rapport à cette communication positive, bienveillante, vivante, des pistes de formation, des pistes de contenu, des livres peut-être à lire ou Toi, tu t'es formé comment à ça? Peut-être par la pratique? Bon, en termes de communication, oui, il y a un livre qui s'appelle, alors, vous allez peut-être m'aider à retrouver le titre parce que je l'ai lu il y a très longtemps. C'est un truc avec des murs et des fenêtres. Marshall Rosenberg. Voilà, Rosenberg. Bon, voilà. Ça a été mon entrée dans toute la question de la communication. Et alors aussi, les livres de Gary Chapman, notamment Les langages d'amour de l'enfant, qui est un livre très beau. Et le livre de Marshall Rosenberg, c'est « Les mots sont des fenêtres ». Ah voilà, les mots sont des fenêtres. Donc, les mots sont des fenêtres de Rosenberg et puis les langages d'amour de l'enfant de Chapman. Et il y a aussi un sur les langages d'amour de l'adolescent.
Ça, c'est donc les choses que j'ai lues. Mais bon, j'ai lu ça, tous ces livres-là, c'était dans... Moi, j'ai des phases, tu vois. J'étais dans ma phase communication il y a une dizaine d'années, quoi, où j'ai lu. Et puis après, ben, c'est par essai-erreur. Hein. C'est par essai-erreur. Et ce qui est magnifique, c'est que dans une famille, une fois que tu libères la parole, ben, on parle. Et donc, tout à l'heure, tu me parlais de mon article où je parle de ma fille, tu vois, mais c'est le genre de choses que mes enfants me disent. Donc, c'est un grand cadeau, c'est qu'une fois que tu libères la parole, ton enfant... Alors, Maria Montessori, elle dit le maître, c'est l'enfant. Le maître est vraiment l'enfant quand tu lui donnes une liberté de dire les choses, parce qu'il perçoit toutes tes incohérences et enfin, c'est juste splendide, quoi. Et pour bientôt clôturer, il y a une phrase que tu as écrite il n'y a pas longtemps, elle est de Joël Martin, donc. Non, en tout cas, tu l'as citée comme ça. Briller, c'est partager ta lumière. Ça Ouais. parle de la coéducation, ça parle avec les adultes aussi, peuvent retrouver cette âme, ce centrage d'enfant. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, cette phrase-là, pour moi, est très, très forte parce qu'elle parle aussi je pense, une erreur de l'éducation traditionnelle d'où on vient, qui est de confondre humilité et modestie. Et donc, on éduque des enfants modestes, dans le sens, il ne faut pas te faire remarquer, il ne faut pas sortir la tête du lot, il ne faut pas te vanter. En fait, il ne faut pas briller, tu vois. Il faut rester dans la masse. Et c'est une éducation qui étouffe la personnalité et qui nous fait perdre à nous, comme humanité, des trésors, quoi, des trésors de lumière qui auraient pu se partager. Et donc, c'est vrai que pour nous-mêmes et pour nos enfants, si on comprend, c'est pour ça que je dis modestie, on croit que c'est ça l'humilité, mais c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est avoir un regard simple sur soi-même, à sa juste valeur, c'est reconnaître les dons qu'on a reçus, reconnaître les faiblesses et les forces, la vulnérabilité, mais aussi les talents, et se mettre au travail avec toute son énergie pour déployer le meilleur à partir de tout ça. Et donc accepter ce truc de briller, ça ne nous met pas du tout au-dessus de la nuée, puisqu'en fait, tout ce qu'on désire dans cette vision, c'est que l'autre brille autant que nous, mais de sa lumière. De cette sorte, il pourra nous apporter autre chose. Et si dans une famille, chacun peut vraiment briller de lui-même, ben on grandit ensemble d'une façon inouïe. Et si on met ça à l'échelle de la société, tu vois, c'est vraiment à cette société-là que moi j'aspire. Merci. J'aspire aussi à cette société-là, pleine de lumière qui brille et qui se complète et qui résonne les unes aux autres. Eh bien, je propose, comme il est déjà 21h07, de progressivement arriver à une fin. Vous avez peut-être un petit moment de centrage pour sortir de la réunion avec de nouveau un son de bol et souhaiter à chacun d'être une lumière dans la nuit. De cette nuit, c'est une nouvelle lune ce soir. Donc c'est aussi un nouveau départ. Donc chacun peut être une étoile, chacun peut être un soleil demain dans sa journée, dans sa nuit, avec sa famille, avec ses proches. Un grand merci Joël, un grand merci à tout le monde d'avoir Merci à participé. toi Romain. Merci à tous. Et je vous propose d'écouter le son et puis ensuite progressivement de continuer sa route les uns avec les autres. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Oui, bonne soirée. Grand merci.